Descartes n'est pas né cartésien, il l'est devenu. Son nom est attaché pour nous à l'image de la rationalité même, de l'ordre, de la méthode. Pourtant, en son jeune âge, il a soif d'aventure. Descartes a été un enfant fragile. Il prendra soin de sa santé toute sa vie, non sans se méfier des médecins. Il est né en 1596 en Touraine, dans une petite ville qui porte aujourd'hui son nom. Il est le fils d'un gentilhomme, conseiller au Parlement de Rennes. J'ai été nourri aux lettres dès mon enfance. J'ai appris tout ce que les autres ont appris. J'ai parcouru tous les livres traitant des sciences qu'on estime les plus curieuses et les plus rares. René Descartes a passé 8 années dans l'excellent collège royal de la Flèche, dirigé par les jésuites. Cependant, l'enseignement qu'il y a reçu l'a laissé perplexe, comme insatisfait. Ce qu'il voulait, lui, c'est... une connaissance claire et assurée de tout ce qui est utile à la vie. Bachelier, licencié en droit, il passe quelque temps à Paris dans les milieux mondains. Il se divertit, il s'amuse, il s'initie à la danse, à l'équitation, au maniement des armes. À 20 ans, on le retrouve en Hollande. Il a choisi une autre école, plus aventureuse, l'école de la vie et le métier des armes. Je vais aller chercher les raisons de toute chose en moi-même et dans le grand livre du monde. Le grand livre du monde s'ouvre ce jour-là, nous sommes le 10 novembre 1618, à Bréda, sur une affiche collée sur un mur. C'est une étrange affiche. Elle mêle des formules mathématiques. Descartes, en est féru, a des caractères en langue flamande. Descartes arrête un passant et lui demande de lui traduire le texte en français ou en latin. Le passant, un certain monsieur Beckmann, mathématicien et médecin pour vous servir, se prête au jeu à condition que de son côté, le soldat gentilhomme planche sur la solution de ce problème mathématique plutôt ardu, d'accord. Descartes relève le défi et bien sûr, il le gagne. Monsieur Beckmann est ébloui par la rapidité, l'intelligence de celui qui deviendra son ami. Il le supplie de développer ce talent extraordinaire. Descartes lui en gardera une profonde reconnaissance. C'est bien vous, seul, qui avez secoué mon indolence, rappelé un savoir presque échappé à ma mémoire et ramené à de meilleures occupations mon intelligence errant loin des choses sérieuses. Grâce à Beckmann, Descartes s'est attelé à la tâche. Il mène des recherches dans les domaines de la géométrie, de la dioptrique, de la mécanique, entendez le génie militaire, et des mathématiques des sons. En quelques mois, il a rédigé un abrégé de musique qu'il offrira à son cher ami. Descartes est encore un homme de son temps et déjà un homme des temps à venir. J'employais ma jeunesse à voyager, à fréquenter des gens de diverses humeurs et conditions, à recueillir diverses expériences, à m'éprouver moi-même dans les rencontres que la fortune me proposait. Un jour d'avril 1619, dans une auberge à Dordrecht, Descartes rencontre un vieillard un peu bavard, dira-t-il, mais capable de disserter pendant un tour d'horloge sur n'importe quel sujet. Mieux, à la demande, le bonhomme se fait fort, sur la même matière, d'avancer des arguments totalement différents des précédents. Descartes est impressionné. Il se demande si cet art... Si cet art ne consiste pas en une sorte de mise en ordre des parties de la dialectique d'où sont tirés les arguments. Apparemment, son questionnement concerne déjà plus la méthode que le contenu. Cette idée de mise en forme ne le quittera plus, mais durant de longues années encore, ses obligations militaires, car il est soldat, le poussent sur les routes d'Europe. La guerre de 30 ans fait rage. L'antagonisme entre catholiques et protestants sert en réalité les luttes d'intérêt que se livrent les différents royaumes. Descartes traverse des régions marquées par la famine, la misère, la violence. On se massacre sur les champs de bataille, certes, mais on s'étripe aussi au coin des bois. Descartes doit souvent tirer l'épée contre des brigands et il paraît qu'il n'hésite pas à se battre en duel pour la dame de ses pensées. Cependant, il ne se laisse pas détourner un seul instant de son obsession principale. Il la qualifie lui-même d'incroyable ambition. Descartes veut, il doit bâtir la science admirable. Une science entièrement nouvelle par laquelle se puissent résoudre toutes les questions qui pourraient être proposées.
C'est en Bavière, dans une petite maison qu'on suppose confortable, que cette incroyable ambition va se préciser. Nous sommes le 10 novembre 1619. Le commencement de l'hiver m'arrêta en un quartier où, ne trouvant aucune conversation qui me divertît, et n'ayant d'ailleurs par bonheur aucun soin ni passion qui me troublasse, je demeurais tout le jour enfermé seul dans un poêle où j'avais tout loisir de m'entretenir de mes pensées. Donc, Descartes a passé toute la journée à méditer, une journée féconde. Lorsque vient la nuit, Descartes ressent une exaltante jubilation de l'esprit. D'après Baillet, son biographe, tout occupé de la pensée d'avoir trouvé ce jour-là les fondements de la science admirable, il va se coucher tout rempli de son enthousiasme. Ce n'est pas tout. Cette même nuit, Descartes fait 3 songes. Les 2 premiers rêves sont menaçants. Descartes voit des fantômes, un vent tourbillonnant, des flammes envahissent sa chambre. Descartes prend peur, il prie, il se rassure grâce à des raisons raisonnantes. Des raisons prises à la philosophie. Le 3e rêve n'est pas un cauchemar. Cette fois, le rêveur voit sur sa table de travail une encyclopédie et un recueil de poésie. Il tourne les pages, il tombe sur cette phrase mystérieuse. Quelle voie suivrai-je en la vie? Descartes voit en ce rêve un encouragement divin à se consacrer à la recherche de la vérité. Mais alors, la vérité pourrait-elle surgir d'un rêve? Le plus étonnant, au fond, c'est l'attitude du dormeur. Que s'est-il passé? Descartes a tenté de saisir le sens de ses rêves. Bon, il en fait une première interprétation en dormant, et lorsqu'il se réveille, il continue sur le même mode. Est-ce à dire que le rêve admettrait une continuité avec la pensée éveillée? Soit que je veille ou que je dorme, 2 et 3, joints ensemble, forment toujours le nombre de 5, et le carré n'aura jamais plus de 4 côtés. Ainsi donc, durant son sommeil, sa pensée est allée le plus logiquement du monde, du rêve, au sens rationnel. Il en déduit que la pensée est une activité permanente. Les circonstances n'y peuvent rien. Quel que soit l'état dans lequel je me trouve, songe ou lucidité, je pense, voilà l'évidence. Il n'y a rien qui soit entièrement en notre pouvoir que nos pensées. En 1628, Descartes, las de tant voyager, veut être tranquille. Il se retire au désert comme il dit plaisamment. Le désert, c'est aux Pays-Bas. Il s'installe là-bas et il se consacre à ses recherches scientifiques sur les phénomènes célestes, la taille des vers optiques, l'anatomie. Il met au point sa philosophie et rédige ses premiers traités. Il faut attendre 1637 pour que paraisse le discours de la méthode, un livre qu'il a écrit non pas en latin selon l'usage, mais en français, une langue par le moyen de laquelle les paysans pourraient mieux juger de la vérité des choses que ne font maintenant les philosophes. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. C'est la fameuse première phrase de ce livre fameux. Une phrase qui, dans sa lumineuse simplicité, passe pour être simpliste. Mais attention. La puissance de bien juger et distinguer le vrai du faux, qui est proprement ce que l'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes. Descartes précise également: ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. Bref, ce qui compte, c'est la méthode. Cette méthode, selon Descartes, repose sur 4 préceptes. Premièrement, éviter soigneusement la précipitation et les préjugés. Ne juger que ce qui apparaît clairement et distinctement à l'esprit, et surtout, ne laisser aucune place au doute. Deuxièmement, diviser les difficultés afin de pouvoir les résoudre une à une. Troisièmement, réorganiser ces éléments en allant du simple au complexe. Et pour finir, ne pas oublier le dénombrement qui permet de procéder à des vérifications. La démarche de Descartes n'est pas sans faire penser à celle, par exemple, d'un architecte. Si la maison, l'édifice du savoir, est bâtie sur du sable, eh bien, il faut la mettre à bas et la reconstruire sur de solides fondations. Voilà l'évidence. Ne recevoir aucune chose pour vraie,
que je ne la connusse évidemment être telle. Descartes n'est pas un sceptique. Il ne fait pas du doute une fin en soi. Son doute est volontaire, méthodique et provisoire. Descartes le pousse jusqu'aux limites les plus extrêmes. Il va jusqu'à imaginer qu'un mauvais génie pourrait le tromper constamment et à son insu. Peut-être, se dit-il, tout ce que j'imagine, tout ce que je sens est illusion, peut-être que tout me trompe, mais il faut nécessairement que moi qui le pense, qui pense que je suis trompé, je sois. Remarquant que cette vérité, je pense donc je suis, était si ferme et si assurée que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques ne pouvaient l'ébranler, je jugeai que je pouvais la recevoir sans scrupule pour le premier principe de la philosophie que je cherchais. Cette évidence, nous lui donnons le nom de cogito. À partir du cogito, Descartes va bientôt atteindre une autre certitude absolue, celle de l'existence de Dieu. Il en fait plusieurs démonstrations. L'une consiste à démontrer que l'être fini que je suis, l'homme donc, ne peut produire de lui-même l'idée positive d'infinité. Il faut donc que cette idée provienne de l'être infini lui-même, de Dieu. Dieu existe, c'est certain. Cette certitude est la garantie des évidences du cogito. Voyez, puisque Dieu est parfait, il est toute bonté, donc il ne peut me tromper. Dieu est vérace. Les vérités sont garanties par Dieu. C'est pourquoi un athée ne saurait connaître la géométrie comme une science vraie et certaine. La publication du discours de la méthode, puis celle des méditations métaphysiques, obtiennent un certain retentissement à travers toute l'Europe. Mais Descartes doit faire face à des attaques. On l'accuse de tous les maux et de leurs contraires. Les 10 dernières années de sa vie seront très pénibles. Heureusement, une belle amitié le lie à Élisabeth, la fille du roi de Bohême. Elle le tient pour son maître spirituel. Pour elle, il rédige sa dernière œuvre philosophique, le traité des passions. Je ne suis point d'opinion qu'on doive s'exenter d'avoir des passions. Il suffit qu'on les rende sujettes à la raison, et lorsqu'on les a ainsi apprivoisées, elles sont quelquefois d'autant plus utiles qu'elles penchent plus vers l'excès. Dernière toquade royale, en 1649, la reine Christine de Suède l'invite de façon pressante à venir vivre en son palais. Tous les matins, à 5 heures qui plus est, le philosophe qui n'est plus si jeune doit venir donner son cours. Descartes prend froid. Aux médecins qui veulent le saigner, il répond « Messieurs, épargnez le sang français ». Descartes meurt en Suède le 11 février 1650. C'est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher jamais de les ouvrir, que de vivre sans philosophie.